Dans cette première partie de l'entretien entre Richard Glenn, Hergé, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils discutent de la manière dont l'esprit agit sur les plans inférieurs de la matière en s'incarnant dans le corps humain. BDM explique que ce n'est pas l'esprit qui s'incarne, mais plutôt l'âme. L'esprit travaille avec les expériences et les mémoires de l'homme pour le faire évoluer jusqu'à ce que son âme soit suffisamment évoluée pour fusionner avec l'esprit. Il souligne l'importance de faire la distinction entre l'âme et l'esprit. L'âme est liée à l'expérience, tandis que l'esprit est lié à l'intelligence créative et peut se rapprocher de l'expérience pour fusionner avec elle. BDM explique également que l'homme a besoin d'un contact avec les autres plans pour éclairer les aspects de son expérience auxquels il n'a pas accès naturellement. Il discute ensuite de la conscience de l'être humain quant à la présence de l'esprit sur les plans de la lumière. BDM explique que l'homme peut communiquer avec l'esprit de la même manière qu'il peut communiquer avec un autre être humain, en ouvrant les voiles du plan mental. Cependant, la faculté de réflexion de l'homme l'empêche souvent de prendre conscience de cette capacité de communication télépathique avec l'esprit. Ils abordent ensuite la question de qui régit la vie de l'être humain sur Terre. BDM explique que sur le plan matériel, l'homme est régi par les forces astrales, y compris les forces de sa propre âme ainsi que d'autres entités astrales. Il souligne que si l'homme était en contact avec son double ou l'esprit, il pourrait mieux comprendre le mouvement des entités astrales et l'influence qu'elles ont sur sa vie. La discussion se poursuit sur le plan astral, qui est décrit comme le plan de la mort. BDM explique que c'est à partir de ce plan astral que l'homme s'incarne sur Terre et prend conscience du pouvoir de la mémoire sur sa vie. Cependant, il souligne que l'homme doit aller plus loin et prendre conscience du plan mental pour ajuster sa conscience astrale sur le plan matériel et avoir une vie plus libre et créative. L'homme est capable d'entrer en relation avec l'esprit. Cependant, cela demande une conscience élargie et une compréhension plus profonde de la nature de l'esprit. Actuellement, l'homme vit principalement dans une pensée subjective et rationnelle, ce qui limite sa capacité à percevoir cette relation. Si l'homme avait une pensée plus objective, il aurait accès à une intelligence supérieure, qui lui permettrait de comprendre sa nature et les mystères de la vie. Cependant, il est important que l'homme reste vigilant face à la communication avec l'esprit ou avec son double. Le mensonge cosmique existe et il peut être dangereux de croire aveuglément à ces communications. Lorsque l'homme communique avec les plans mentaux, sa conscience s'élargit, mais il doit rester conscient des pièges et des illusions. Avant de recevoir une connaissance absolue et illimitée de l'esprit, l'homme doit purifier sa conscience et se débarrasser de l'influence de l'astral et de l'ego. L'esprit travaille à éveiller la conscience de l'homme et à la désastralisation de sa conscience dans tous les plans. Lorsque cela se produit, l'homme peut avoir accès aux archives universelles et acquérir une connaissance totale et instantanée. L'expérience vécue par cet homme, qui a eu un contact avec son double dans un monde parallèle, a remis en question sa vision matérialiste de la vie. Cette expérience lui a permis de prendre conscience de l'existence d'autres dimensions et d'adopter une perspective plus spirituelle. Cependant, il n'a pas encore une compréhension complète des lois régissant ces plans subtils. L'astral est un monde parallèle créé par la mémoire, invisible à nos yeux mais accessible pendant le sommeil. Il contient l'imagination, le subconscient et, plus profondément, le monde de la mort. Comprendre les lois de l'astral nécessite d'accéder au niveau mental et d'examiner objectivement ce plan, plutôt que de le vivre selon les lois de l'âme et de l'involution. Le plan astral est régi par des forces cosmogéniques, qui peuvent créer une polarité entre le bien et le mal. L'homme, souvent religieux mais ignorant des lois du plan astral, peut vivre des expériences liées au karma de l'humanité. Dans une démarche scientifique, l'homme recherche la vérification et la mesure des réalités, ce qui peut conduire à la liberté d'agir et à la créativité, sans frontières ni morale. Cependant, la conscience évolutive de l'homme comprend ce qui est involutif sans pour autant le vivre, se libérant ainsi des codes moraux. Par conséquent, les règles établies autrefois par Dieu sont de moins en moins nécessaires et sont désormais maintenues par l'État, avec une efficacité similaire. Le passage de l'involution à l'évolution libère l'homme de la nécessité de suivre les règles de la conscience involutive, tout en respectant celles-ci par obligation. Selon Bernard de Montréal, la conscience involutive est nécessaire pour l'homme tant qu'il n'a pas développé une conscience créative. Les règles sont utiles pour encadrer son évolution. Cependant, une fois que l'homme atteint une conscience créative, il n'a plus besoin de règles car il est déjà réglé et ne peut être perturbé. En ce qui concerne les oppositions qu'il peut rencontrer dans son chemin, la réaction dépend de chaque individu.
Une personne consciente et évolutive vivra cette opposition en fonction de sa propre sensibilité et capacité à y faire face intelligemment. Plus l'homme est conscient, moins il sera affecté par l'opposition car il comprendra son caractère involutif. Bernard de Montréal souligne que les événements négatifs qui se produisent dans le monde font partie du karma de l'humanité et ne doivent pas terroriser psychologiquement les individus conscients. Il affirme que se promener avec des bannières pour combattre ces événements fait partie du besoin spirituel d'ajuster la conscience sociale de l'humanité. Le travail public de Bernard de Montréal vise à conscientiser des individus dans l'humanité, mais pas l'humanité dans son ensemble. Il différencie la conscience involutive, conditionnée par la société et le mémoriel de la race, de la conscience évolutive, qui sera individuelle et contribuera progressivement à une conscience collective. Il précise que l'individualisation de l'homme ne signifie pas être égoïste, mais plutôt vivre une plus grande identité avec sa réalité et avoir une centricité. La conscience évolutive est un phénomène de haute centricité, ce qui signifie être centré dans sa conscience créative et manifester sa tête de manière créative. Ce n'est pas de l'égocentrisme. Par contre, un enfant qui exprime sa conscience subjective peut être perçu comme faisant à sa tête et nécessitera une éducation et un ajustement pour réorganiser son moi. Il est peu probable qu'un enfant soit fusionné car cela nécessite une altération profonde du corps mental et intellectuel. La fusion nécessite une compréhension de ce phénomène, qui n'est généralement acquise que par des individus plus mûrs. Si un enfant était fusionné à un jeune âge, cela aurait des conséquences négatives sur ses facultés intellectuelles et sociales. Pour les parents d'enfants ayant des problèmes socio-affectifs, il est important de les mettre en contact avec des personnes matures qui comprennent que les enfants ont besoin de canaliser leur énergie. La suractivité chez les enfants est souvent causée par un manque de possibilité d'extérioriser ce qui est en eux. Il est donc essentiel de leur offrir des opportunités pour exprimer leur énergie créative. Dans notre société matérialiste, il est nécessaire d'utiliser les ressources à notre disposition pour aider les enfants. Les parents doivent être sensibles aux besoins de leurs enfants et les orienter vers des activités qui permettent de manifester leur énergie créative. Le texte met en évidence l'importance de prendre en compte la sensibilité psychique d'un enfant, au-delà de son quotient intellectuel, QI. Il est souligné que si les parents ou les professionnels sont capables de trouver la vibration d'un enfant et de l'aider à s'épanouir dans son domaine d'intérêt, cela lui permettra d'exprimer tout son potentiel. Le texte donne l'exemple d'un enfant né dans une famille de professionnels de la santé, mais qui est passionné par la musique rock. Les tensions peuvent alors apparaître entre les aspirations de l'enfant et les attentes de sa famille. Il est expliqué que chaque être humain a une voie d'expérience, tracée par son évolution et son expérience passée. Si cette expérience est bloquée ou réprimée, cela peut entraîner une souffrance pour l'âme. Cependant, le texte souligne également que les contraintes sont moins fortes aujourd'hui et que la société est plus ouverte à l'expression des jeunes. Ainsi, un jeune qui ressent le besoin d'exprimer sa force intérieure sera soutenu par les différentes ressources et opportunités offertes par la société moderne. Dans cet passage, l'auteur explique que l'expression de soi est un aspect essentiel de la vie et permet à l'individu de se réaliser. La créativité est associée à l'âme et à l'expérience de l'involution, où l'expression de soi peut causer de la souffrance. Cependant, une fois que l'homme évolue vers la conscience supramentale, il devient intrinsèquement créatif et n'a plus besoin de lutter pour exprimer sa créativité. L'auteur note également que la conscience de l'homme se situe au niveau de l'âme, mais pour comprendre pleinement la vie, il doit également être connecté à la dimension mentale. En fin de compte, la recherche de l'identité, de la spiritualité et de la recherche de sens dans les religions est le résultat de la non-connexion entre l'âme et la lumière de l'homme. Dans cette conversation, Bertrand de la Malaine et Robert Geoffrion discutent de la conscience humaine et de son élévation spirituelle. Bertrand de la Malaine explique que perdre son âme signifie abaisser le taux vibratoire de sa conscience en faisant des actions négatives ou en se laissant manipuler par le plan astral. Il soutient que l'homme doit élever sa conscience et son taux vibratoire, spiritualisant ainsi sa conscience. Cependant, il souligne également l'importance de passer au niveau mental pour devenir intelligent et comprendre la vie de manière scientifique. L'amour joue un rôle essentiel dans cette élévation de conscience, permettant à l'homme de vivre l'amour d'une manière intelligente plutôt que simplement spirituelle. Bertrand de la Malaine cite également le Christ comme exemple de sacrifice par amour pour l'humanité, mais précise qu'il est mort par amour plutôt que d'amour. Quant à la philosophie, il affirme qu'elle est limitée dans sa capacité à donner les réponses à la vie,
et soutient que l'homme est aujourd'hui à un stade où la philosophie est morte et doit céder la place à de nouvelles formes de conscience. Le conférencier affirme que la philosophie actuelle n'est pas capable de répondre aux questions fondamentales de la vie et qu'elle ne nourrit pas l'individu ni ne le comble. Selon lui, la philosophie est un jeu de l'esprit qui permet à l'ego de renforcer sa conscience mentale, mais elle n'est pas une force créative qui fait éclater les formes établies. Il invite plutôt les gens à se tourner vers des auteurs comme Aurobindo et Rudolf Steiner, qui ont dépassé les limites de la philosophie et ont exploré la métaphysique occulte. Elle soutient que la philosophie a joué un rôle important dans l'évolution de l'humanité, mais qu'elle a désormais épuisé son potentiel. Il estime que l'homme d'aujourd'hui est trop avancé pour accepter des doctrines imposées et qu'il a accès à sa propre conscience individuelle. Il suggère que l'homme devrait chercher des réponses créatives plutôt que de s'encombrer de mots et d'idées philosophiques. Il compare également la psychologie à la philosophie, affirmant que les psychologues devraient également dépasser les approches classiques et mécaniques du comportement pour aborder l'essence de l'homme. Dans ce discours, le conférencier souhaite mettre en valeur le rôle essentiel de la psychologie dans la compréhension de l'homme. Il critique l'approche actuelle de la psychologie qui se limite à maintenir le comportement humain plutôt que de l'expliquer pleinement à l'homme lui-même. Selon lui, la psychologie devrait être capable d'expliquer les mécanismes astraux de la conscience involutive de l'homme, afin de l'empêcher de tomber dans l'aliénation mentale. Il souligne l'importance pour les psychologues de comprendre la conversion du je et du tu dans le phénomène de l'aliénation. Il affirme que le phénomène des voix qui parlent est réel et que la science doit le découvrir plutôt que de l'écarter comme des théories ésotériques. Le conférencier encourage les psychologues à élargir leurs connaissances et à explorer d'autres auteurs comme Rudolf Steiner pour aller au-delà des théories traditionnelles et mieux comprendre l'esprit humain. Dans ce discours, Bernard de Montréal exprime son mécontentement face à la place accordée à certains penseurs et intellectuels dans les universités et la société en général. Selon lui, il est important de découvrir et d'étudier des individus moins connus et plus créatifs, car ils sont essentiels pour faire avancer la science et la conscience. Il critique également le manque de connaissances de certains professionnels de la santé et intellectuels envers des auteurs tels que Khalil Gibran et Rudolf Steiner. Bernard de Montréal souligne l'importance d'une conscience individuelle et de l'individuation pour parvenir à une société d'êtres épanouis et authentiques. Il encourage chacun à développer une identité personnelle et à ne pas se conformer aux attentes des autres. Le conférencier explique que les mouvements marginaux et les formes d'expression alternatives ont émergé dans les années 60 en raison de l'insatisfaction croissante de l'homme envers les conditions sociales de l'époque. Les jeunes de cette période ont recherché un nouveau sens à leur vie, mais ont également connu des difficultés dans leur quête d'identité. La quête d'identité implique un processus de développement individuel et la prise de conscience que les idéaux ne peuvent être réalisés en se laissant influencer par des forces astrales manipulatrices. Le conférencier fait référence à une crise mondiale actuelle, où les gens se sentent déboussolés et se demandent si c'est la fin du monde. Il affirme que ce n'est pas la fin du monde, mais plutôt la fin d'un cycle. Le prochain cycle se fera au niveau individuel et non collectif. La transformation de la conscience se produira au fil des siècles et nécessitera des chocs suffisants pour que l'humanité réalise son identité et puisse correspondre universellement avec les autres êtres humains, quelle que soit leur race. Le conférencier souligne l'importance de comprendre les lois du monde astral pour progresser dans l'évolution de la conscience. Il affirme que les réponses se trouvent en chacun de nous, à condition de ne pas être manipulés par des influences astrales. Les formes involutives de psychologie, philosophie, religion et spiritualité ont atteint leurs limites et l'homme a besoin de nouvelles réponses. Dans la deuxième partie de la conférence, le conférencier abordera le rôle des esprits ou des personnes qui dirigent le processus évolutif de la société. Et comment ils retardent le choc de cette mutation pour éviter des bouleversements trop importants. Cependant, il mentionne également que cela peut conduire à la perte de l'humanité.